Elle fait peur aux invités, dit ma belle-fille Isabelle, en me montrant directement du doigt pendant qu'elle parlait au téléphone avec l'organisatrice du mariage. J'étais debout dans l'embrasure de la porte de la cuisine, tenant un plateau de petits fours que j'avais préparé avec amour pour le dîner de fiançailles de ma petite fille Sophie. Ma belle-fille ne savait pas que j'étais là, écoutant chaque mot venimeux qui sortait de sa bouche. Oui, Madame Laurent, je parle de ma belle-mère. Marie Lacroix. Elle a 70 ans, comment puis-je dire, elle ne correspond pas au niveau de nos invités. J'ai senti mon cœur s'arrêter. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est définitivement brisé. Écoutez, elle porte des vêtements anciens, elle se parle à elle-même, et elle raconte toujours des histoires embarrassantes sur le passé. Les invités importants vont être mal à l'aise. Pouvez-vous la placer à une table au fond? Bien loin de la vue? J'ai respiré profondément, j'ai souri silencieusement et j'ai posé le plateau sur la table. Puis, sans faire de bruit, j'ai appelé mon avocat. Monsieur Dubois? C'est Marie Lacroix. J'ai besoin d'annuler tous les paiements liés au mariage de Sophie. Oui, tous. Immédiatement. Isabelle était encore au téléphone, me tournant le dos, quand j'ai raccroché. Elle continuait à parler de la façon dont j'étais un problème, qui devait être discrètement géré. Ah, et s'il vous plaît, ne la laissez pas faire de discours. Elle pourrait tout gâcher avec ses histoires sans queue ni tête. C'est alors que j'ai fait un pas en avant et j'ai applaudi lentement. Bravo, Isabelle. Quelle performance magnifique. Elle s'est retournée, le téléphone encore à la main, le visage complètement pâle. Marie. J'étais juste. Tu étais juste en train de m'humilier publiquement? De planifier de me cacher des invités importants? De me traiter d'embarrassante? Ma voix était calme, mais mes yeux devaient brûler de colère, parce qu'elle a reculé d'un pas. Ce n'est pas ça, Isabelle, ma chère, l'ai-je interrompu, souriant toujours. Tu viens de commettre la plus grosse erreur de ta vie. J'ai pris mon sac et j'ai marché vers la porte. Avant de sortir, je me suis retourné une dernière fois. À propos, j'espère que tu as une bonne explication pour Sophie sur pourquoi son mariage a été annulé. Ah, et tu as 30 jours pour quitter l'appartement. Le loyer ne sera plus payé. L'expression de panique sur son visage était délicieuse. De quoi tu parles? Quel appartement? Quel loyer? J'ai souri encore une fois. Surprise, chérie. Je suis ta propriétaire depuis 15 ans. Et maintenant, je ne le suis plus. J'ai quitté la maison en laissant Isabelle crier au téléphone, essayant désespérément d'annuler ce qu'elle avait dit à l'organisatrice. Mais c'était trop tard. Ma décision était prise. En marchant dans les rues pavées humides de Lyon, sous la bruine de septembre qui rendait les pierres anciennes encore plus glissantes, je sentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la liberté. Mes talons résonnaient sur les pavés mouillés avec un rythme que je n'avais pas entendu depuis ma jeunesse, ferme, déterminé, sans hésitation. Les passants me regardaient probablement et voyaient juste une femme âgée avec un sac à main vintage et un manteau de laine qui avait connu de meilleurs jours. Ils ne pouvaient pas voir que sous cette apparence modeste se cachait une femme qui venait de déclarer la guerre à sa propre famille. Je me suis arrêté devant la vitrine de la pâtisserie Le Moine, où j'achetais les éclairs préférés de Sophie depuis qu'elle était petite. Monsieur Le Moine m'a fait signe de la main depuis l'intérieur, comme il le faisait toujours. Il ne savait pas que c'était probablement la dernière fois qu'il me verrait dans ce quartier. Car oui, j'allais déménager aussi. Fini de vivre dans l'ombre, fini de prétendre être la pauvre veuve qui dépendait de la générosité de sa belle-fille. Il était temps de reprendre ma vraie place dans le monde. Mon téléphone a commencé à sonner. Isabelle. Je l'ai ignorée. Puis Sophie. Je l'ai ignorée aussi. Puis encore Isabelle. Et encore Sophie. Le téléphone sonnait comme une alarme d'incendie, mais pour moi, c'était une musique douce. C'était le son de la panique de ceux qui venaient de découvrir qu'ils avaient sous-estimé la mauvaise personne.
En arrivant à mon petit appartement du 5e arrondissement, j'ai grimpé les 3 étages avec une énergie que je n'avais plus depuis des années. Mes voisins, monsieur et madame Petit, étaient sur le palier en train de discuter des dernières nouvelles du quartier. « Bonsoir, madame Lacroix », dit madame Petit avec son sourire habituel. « Vous avez l'air en forme ce soir. »« Merci, madame Petit. Je me sens renouvelée. » Si seulement elle savait à quel point. Une fois dans mon appartement, j'ai allumé toutes les lumières et j'ai regardé autour de moi. Les meubles anciens que j'avais gardés par sentimentalisme. Les photos de famille où tout le monde souriait, mais où je semblais toujours un peu en retrait. Les livres que je lisais pour passer le temps parce que personne ne venait plus me rendre visite. Tout cela allait changer. J'ai ouvert le tiroir secret de mon secrétaire, celui qu'Isabelle n'avait jamais trouvé malgré toutes ses fouilles quand elle pensait que je devenais sénile. À l'intérieur, il y avait les vraies clés de ma vie, les papiers de propriété des 15 magasins de bijouterie, les comptes bancaires, les investissements immobiliers. Toute la fortune que Henri m'avait laissée et que j'avais fait fructifier en secret pendant 20 ans. Demain, j'appellerai le notaire pour réactiver officiellement tous mes biens. Demain, je commencerai à vivre comme Marie Lacroix, héritière d'un empire commercial, et non plus comme la belle-mère gênante qui fait peur aux invités. Le téléphone a sonné encore. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Madame Lacroix ? Ici Jean-Pierre Dubois, le fiancé de Sophie. Pourrions-nous nous rencontrer ? Je crois qu'il y a eu un malentendu. Il n'y a eu aucun malentendu, jeune homme. Votre future belle-mère a dit exactement ce qu'elle pensait. Mais nous pouvons nous voir, oui. Demain, 10 heures, café de la place Bellecour. Merci, madame. Nous voulons juste comprendre. Vous comprendrez demain. Bonne soirée. J'ai raccroché et j'ai souri. Pauvre Jean-Pierre. Il n'avait aucune idée de ce dans quoi il s'était embarqué en épousant une famille où les apparences étaient si trompeuses. En me préparant pour aller me coucher, j'ai regardé dans le miroir de ma chambre. La femme qui me regardait avait les mêmes rides, les mêmes cheveux gris, les mêmes mains marquées par l'âge. Mais ses yeux brillaient d'une façon qui avait disparu depuis des années. Cette femme n'était plus une victime. Cette femme était une combattante qui venait de reprendre les armes. Vous voulez savoir comment une femme de 70 ans a réussi à détruire une famille entière en 15 minutes? Vous voulez découvrir quels autres secrets j'ai cachés pendant des décennies? Et vous pensez que ma belle-fille a réussi à sauver le mariage de sa fille après ce qui s'est passé? Restez avec moi, car cette histoire ne fait que commencer. Et je vous garantis que vous ne pourrez pas arrêter de regarder jusqu'à découvrir comment j'ai transformé l'humiliation en vengeance absolue. 3 heures après ma rencontre explosive avec Isabelle, j'étais assise dans mon appartement modeste du 5e arrondissement, observant la pluie battre contre les fenêtres. Ma petite fille Sophie avait appelé 12 fois. Isabelle, 23 fois. J'ai ignoré tous les appels. Au lieu de cela, j'ai appelé mon avocat. Monsieur Dubois, j'ai besoin que vous prépariez tous les documents. Il est temps de révéler la vérité sur le patrimoine de la famille Lacroix. Êtes-vous sûre, Madame Marie? Cela va causer comment puis-je dire, un tremblement de terre. Exactement ce que je veux. Vous devez comprendre, pendant 20 ans, depuis que mon mari Henri est mort, j'ai gardé un secret qui aurait pu complètement changer la dynamique de notre famille. Henri n'était pas juste un commerçant ordinaire. Il était propriétaire d'une chaîne de bijouterie qui s'est étendue dans toute la France dans les années 80 et 90. Quand il est mort, j'ai tout hérité, 15 magasins, 2 appartements à Paris, une maison en Provence, et un compte en banque avec plus de 2 millions d'euros. Mais j'ai décidé de garder tout cela secret. Pourquoi? Parce que je voulais que ma famille m'aime pour qui j'étais, pas pour mon argent. Je voulais que Pierre, mon fils, construise sa propre vie. Je voulais que Sophie grandisse avec de vraies valeurs, pas gâtée par la richesse. Quelle naïve j'étais. Au lieu de me respecter, ils m'ont traité comme un fardeau.
Isabelle a pris le contrôle total de la famille après que Pierre soit mort dans l'accident. Elle est devenue la matriarche, prenant des décisions sur tout, surtout sur moi. Marie a besoin de supervision, disait-elle aux autres. Elle devient sénile. Marie ne peut plus vivre seule, annonçait-elle lors des réunions familiales. Nous devrons la placer dans une résidence. Et le pire de tout, elle contrôlait ma relation avec Sophie. Ma propre petite fille a commencé à me rendre visite moins souvent, influencée par les paroles venimeuses de sa mère. Grand-mère devient bizarre, avait dit Sophie une fois, quand elle pensait que je n'écoutais pas, elle parle du passé comme si c'était le présent. Bien sûr que je parlais du passé. C'était la seule époque où je me sentais vivante et respectée. Mais aujourd'hui, tout a changé. Aujourd'hui, Isabelle a commis une erreur fatale, elle m'a sous-estimée. Le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était un numéro international. J'ai décroché par curiosité. Madame Lacroix? Ici Philippe Martineau, directeur de la Banque Crédit Lyonnais, succursale de Monaco. Nous avons reçu votre demande de transfert de fonds. Souhaitez-vous vraiment déplacer l'intégralité du portefeuille Lacroix? Absolument. Transférez tout vers le compte principal à Lyon. Il est temps de consolider mes avoirs. Très bien, madame. Cela représente, voyons voir, 3,2 millions d'euros au total, plus les dividendes de ce trimestre. Parfait. Et monsieur Martineau? À partir de maintenant, tous les relevés seront envoyés directement chez moi, plus d'adresse de correspondance. Après avoir raccroché, j'ai souri. Isabelle ne savait même pas que j'avais des comptes à Monaco. Elle ne savait rien du tout. À 18h, j'ai sonné à la porte de l'appartement luxueux où elle vivait, l'appartement que je payais secrètement depuis 15 ans. Elle a ouvert la porte avec les yeux rouges d'avoir pleuré. Marie, s'il te plaît, pouvons-nous parler? Il y a eu un malentendu. Il n'y a eu aucun malentendu, Isabelle. Tu as dit exactement ce que tu pensais. Je suis entrée sans y être invitée et je me suis assise dans le fauteuil cher que j'avais acheté. L'appartement était exactement comme je me le rappelais, trop grand, trop décoré, trop cher. Les meubles en cuir italien qu'Isabelle avait commandés l'année dernière. Le lustre en cristal qu'elle avait insisté pour installer. Les œuvres d'art qu'elle collectionnait pour impressionner ses amis. Tout payé avec mon argent, sans qu'elle le sache. Tu sais combien coûte cet appartement par mois? Je ne comprends pas. 4 000 euros. Je paie depuis 15 ans. Tu sais combien tu as dépensé en vêtements l'année dernière? 15 000 euros. Carte de crédit payée par mois. La voiture que tu conduis? Financée par mois. Les cours de piano de Sophie? Payés par mois. Son visage est devenu blanc comme du papier. C'est impossible, tu n'as pas cet argent. Ah, mais si. Et beaucoup plus que tu n'imagines. J'ai sorti une chemise de mon sac et l'ai posée sur la table basse en verre, cette table que j'avais aussi payée, bien sûr. Voici les relevés bancaires des 5 dernières années. Je veux que tu vois exactement combien d'argent ta belle-mère, embarrassante, a dépensé pour la famille. Elle a ouvert la chemise avec des mains tremblantes. J'ai vu le moment exact où elle a compris l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Son visage a traversé plusieurs émotions, confusion, incrédulité, puis une terreur pure quand elle a réalisé les chiffres. 2 millions, mon Dieu. 2,5 millions, pour être exact. Et ce n'est qu'un décompte. Isabelle s'est effondrée dans le fauteuil, tenant les papiers comme si c'étaient des serpents venimeux. Marie, je ne savais pas, pourquoi tu n'as jamais rien dit? Parce que je voulais que vous m'aimiez pour qui je suis, pas pour mon argent. Mais vous avez rendu clair que vous ne pouvez même pas me respecter sans lui. Nous pouvons parler de ceci, nous pouvons résoudre. Non, Isabelle. Nous ne pouvons pas. Tu m'as appelée embarrassante. Tu as dit que je fais peur aux invités. Tu as planifié de me cacher au fond d'une salle comme si j'étais une parente honteuse. Je me suis levée et j'ai pris mon sac.
L'appartement me semblait soudain petit et étouffant, rempli de souvenirs amers de toutes les fois où j'étais venu ici et où j'avais été traitée comme une invitée indésirable dans un lieu que je finançais. Avant de partir, je me suis retournée une dernière fois. À partir d'aujourd'hui, vous allez découvrir comment c'est de vivre sans l'argent de la belle-mère embarrassante. Vous allez découvrir combien ça coûte de maintenir ce niveau de vie que vous pensez mériter. Et le mariage de Sophie ? Tu vas ruiner le mariage de ta propre petite fille à cause d'un malentendu ? Je me suis arrêtée à la porte et je me suis retournée. Je ne vais rien ruiner du tout. C'est vous qui avez ruiné. C'est vous qui avez décidé que je n'étais pas digne de respect. Marie, s'il te plaît. Bonne chance pour expliquer à Sophie pourquoi le mariage a été annulé. Bonne chance pour expliquer d'où venait l'argent qui soutenait votre vie. Et bonne chance pour trouver un nouvel endroit où vivre. Je suis sortie de l'appartement et j'ai marché dans les rues mouillées de Lyon, me sentant plus vivante que je ne m'étais sentie depuis des années. Pour la première fois en décennies, j'avais défendu ma dignité. En rentrant chez moi, j'ai pris le métro, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois parce qu'Isabelle disait toujours que c'était dangereux pour une femme de mon âge. Quelle absurdité! J'avais pris le métro de Lyon pendant 40 ans avant qu'elle décide que j'étais trop fragile. Dans le wagon, j'ai observé les autres passagers. Un jeune couple qui se tenait la main. Une femme d'affaires fatiguée qui lisait des documents. Un homme âgé qui nourrissait discrètement des miettes de pain à un pigeon qui était entré dans la station. Tous vivaient leur vie sans demander la permission à personne. Quand suis-je devenue si dépendante de l'approbation des autres ? Quand ai-je commencé à croire qu'être vieille signifiait être invisibilisée ? En arrivant chez moi, j'ai trouvé 14 messages sur mon répondeur. Isabelle suppliant. Sophie pleurant. Même quelques amis d'Isabelle qui avaient appris la nouvelle et appelaient pour médier. J'ai effacé tous les messages sans les écouter jusqu'au bout. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi profondément. Sans culpabilité, sans regret, sans cette anxiété constante de savoir si j'avais dit ou fait quelque chose qui pourrait déranger ma famille. Mais ce n'était que le début. Isabelle et Sophie ne savaient pas encore jusqu'où j'étais prête à aller. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Monsieur Lemoine, le pâtissier. Madame Lacroix ? La jeune femme qui accompagne souvent votre petite fille est venue hier soir. Elle semblait très bouleversée. Elle cherchait à savoir si vous alliez bien. Merci de votre préoccupation, Monsieur Lemoine. Je vais très bien. En fait, je n'ai jamais été mieux. Tant mieux. Vous me semblez différente ces derniers temps. Plus, comment dire, plus affirmée. Si seulement il savait à quel point. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le téléphone qui sonnait avec insistance. C'était Sophie, ma petite fille, et pour la première fois depuis des années, elle appelait à 7 heures du matin. Grand-mère, j'ai besoin de te parler de toute urgence. Est-ce que je peux venir ? Bien sûr, chérie. Je vais préparer du café. Le ton de sa voix était différent, plus mature, plus déterminé. Pas du tout comme la jeune femme insouciante que je connaissais. 30 minutes plus tard, Sophie était à ma porte. Elle était complètement différente, les yeux rouges, les cheveux décoiffés, les vêtements froissés. Rien ne ressemblait à la fiancée parfaite que je connaissais. Ses mains tremblaient légèrement, et j'ai remarqué qu'elle ne portait pas sa bague de fiançailles habituelle. Grand-mère, maman m'a raconté, à propos de l'argent. Est-ce que c'est vrai ? Je lui ai servi du café dans les tasses en porcelaine que Henri avait rapportées de notre voyage à Limoges, il y a si longtemps. Mes gestes étaient calmes, délibérés. J'avais attendu ce moment pendant 20 ans. Quelle partie ? Que tu paies toutes nos factures ? Que tu as des millions d'euros ? Que tu as annulé mon mariage ? J'ai respiré profondément. Il était temps de raconter toute la vérité. Toute. Sophie, assieds-toi. J'ai besoin de te raconter des choses que j'ai cachées de vous pendant 20 ans. Pendant l'heure suivante, j'ai tout raconté. L'empire commercial de son grand-père Henri,
qui avait commencé avec une petite bijouterie dans le Vieux-Lyon et qui était devenue une chaîne de 15 magasins à travers la France. Les contrats d'exportation avec la Suisse et l'Italie. Les investissements immobiliers qu'il avait faits dans les années 80, quand les prix étaient encore abordables. Ton grand-père était un homme visionnaire, Sophie. Il voyait des opportunités là où les autres voyaient des risques. Quand il est mort, il m'a laissé non seulement de l'argent, mais tout un réseau commercial. Mais pourquoi tu as caché cela de nous? Parce que je voulais que vous m'aimiez pour qui je suis, pas pour mon argent. Quand ton père est mort, j'ai vu comment ta mère a changé. Elle est devenue contrôlante, dominante. Elle a pris le contrôle de la famille comme si elle en était la propriétaire. Sophie a commencé à pleurer, mais ce n'était pas des larmes de tristesse. C'était des larmes de reconnaissance, de compréhension. Mais tu as laissé qu'elle. J'ai laissé parce que je pensais que je vous protégeais. Je pensais que j'étais une bonne grand-mère, une bonne belle-mère. Mais hier, j'ai découvert que pour vous, j'étais juste un fardeau. Grand-mère, je n'ai jamais pensé ça. Jamais. Alors pourquoi tu me rendais visite de moins en moins? Pourquoi tu as arrêté de me raconter tes secrets? Pourquoi tu as permis à ta mère de me traiter comme une enfant? Elle ne pouvait pas répondre, parce qu'elle savait que j'avais raison. Le silence s'est installé entre nous, lourd de vérités non dites. Je me suis levée et j'ai marché vers la fenêtre qui donnait sur la petite cour intérieure de l'immeuble. Madame Petit était en train d'étendre son linge, comme elle le faisait tous les matins depuis que je vivais ici. Cette routine, cette normalité, tout cela allait changer. Tu sais ce qui m'a fait le plus de mal, Sophie? Ce n'était pas l'argent. Ce n'était même pas l'humiliation. C'était de me rendre compte que j'étais devenue invisible dans ma propre famille. Mais le mariage, tu as vraiment annulé tout? Je me suis retournée vers elle. Son visage était un mélange d'espoir et de terreur. J'ai annulé le paiement. Le mariage peut encore avoir lieu si vous arrivez à le payer. Mais c'est 50 000 €. Je n'ai pas cet argent. Ta mère disait que vous l'aviez. Elle parlait toujours de votre réussite, de comment vous n'aviez besoin de rien. Sophie a passé ses mains sur son visage, un geste que je lui avais vu faire depuis qu'elle était petite quand elle était dépassée par les événements. Elle a menti. Nous sommes endettés. L'appartement, la voiture, tout, je pensais qu'elle avait hérité quelque chose de papa. Ton père n'a laissé aucun héritage. Il dépensait plus qu'il ne gagnait. Tout ce que vous avez, c'est moi qui le paie. Mon Dieu! Le téléphone a sonné à ce moment-là. C'était Jean-Pierre, le fiancé de Sophie. Madame Lacroix? C'est Jean-Pierre. Sophie est-elle chez vous? Elle n'est pas rentrée hier soir et nous sommes inquiets. Elle est ici, et elle va bien. Voulez-vous venir nous rejoindre? Je pense qu'il est temps que nous ayons tous une conversation honnête. J'arrive tout de suite. 20 minutes plus tard, Jean-Pierre était assis dans mon petit salon, l'air complètement perdu. C'était un jeune homme bien, professeur de mathématiques dans un lycée de Villeurbanne. Pas riche, mais honnête et travailleur. Alors, dit-il après que Sophie lui eut tout expliqué, le mariage est vraiment annulé? Techniquement, oui, j'ai répondu. Mais vous pouvez le reprendre si vous trouvez un moyen de le financer. 50 000 €. Il a secoué la tête. Avec mon salaire d'enseignant, il me faudrait des années pour économiser ça. Jean-Pierre, dit Sophie en prenant sa main, et si nous faisions quelque chose de différent? Et si nous annulions le grand mariage et faisions quelque chose de simple? J'ai regardé ma petite fille avec un nouveau respect. Enfin, elle montrait la maturité que j'espérais voir depuis longtemps. Tu veux dire, renoncer à tout? Au château, aux 300 invités, à la robe à 5 000 €? Oui. Je veux dire épouser l'homme que j'aime, pas impressionner tout Lyon. Jean-Pierre a souri, le premier vrai sourire que je voyais sur son visage depuis qu'il était arrivé. Tu sais quoi? J'adorerais ça. J'ai toujours trouvé que ce mariage était trop. Trop comment? Trop grand, trop cher,
Trop, pas nous. Nous ne sommes pas des gens à château et champagne à 300 € la bouteille. Nous sommes des gens à pique-nique dans le parc et vin de table. Sophie a ri pour la première fois depuis qu'elle était arrivée. Alors faisons ça. Faisons un vrai mariage qui nous ressemble. Et ta mère, j'ai demandé. Le visage de Sophie s'est assombri. Maman va devoir accepter. Elle a causé assez de dégâts comme ça. À ce moment-là, comme si elle avait été invoquée, Isabelle a sonné à la porte. Nous l'avons entendue avant même qu'elle entre, ses talons martelaient les escaliers, sa voix portait dans tout l'immeuble. Marie! Ouvre cette porte. Nous devons parler. Sophie et Jean-Pierre se sont regardés. J'ai secoué la tête. Non. Si elle veut parler, elle peut demander poliment. Comme une adulte civilisée. Isabelle a continué à frapper pendant 5 minutes, puis elle a crié à travers la porte. Je sais que Sophie est là. Sa voiture est garée en bas. Maman. Sophie a finalement répondu. Arrête de faire du scandale. Les voisins vont se plaindre. Alors ouvre la porte. Seulement si tu promets de te comporter comme une personne raisonnable. Un silence, puis. D'accord. Je promets. J'ai ouvert la porte. Isabelle était là, les cheveux parfaits comme toujours, mais le maquillage légèrement coulé autour des yeux. Elle portait un tailleur Chanel que j'avais payé l'année dernière. Bonjour, Isabelle. Entre. Elle est entrée et s'est arrêtée en voyant Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il fait partie de la famille, maman, dit Sophie avec une fermeté dans la voix que je ne lui connaissais pas, il a le droit d'être ici. Isabelle s'est assise sur le bord du canapé, comme si elle était prête à partir à tout moment. Marie, nous devons résoudre cette situation. Sophie est dévastée. Le mariage est dans 6 semaines. Tous les invités sont prévenus. Alors tu ferais mieux de commencer à économiser, j'ai répondu calmement. Économiser? Tu sais très bien que nous n'avons pas 50 000 €. Nous? Ah, maintenant c'est nous? Hier, j'étais juste la belle-mère embarrassante qui fait peur aux invités. Isabelle a regardé Sophie et Jean-Pierre, puis moi. Ce que j'ai dit, c'était... C'était quoi? Un malentendu? Un moment de faiblesse? Non, Isabelle. C'était toi étant honnête pour une fois. D'accord, elle a explosé. D'accord. Parfois tu m'agaces. Parfois je trouve que tu es dépassé. Que tu ne comprends pas le monde moderne. Mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Aimer? Tu appelles ça de l'amour? Contrôler ma vie, me traiter comme une enfant, planifier de me cacher des invités importants? Je voulais juste protéger tout le monde. Me protéger? Ou protéger ton image? Sophie s'est levée. Arrêtez. Toutes les deux. Ça suffit. Elle s'est placée entre nous, les bras écartés. Maman, grand-mère a raison. Tu l'as maltraitée. Et grand-mère, maman a aussi raison sur une chose, nous sommes une famille. Une famille dysfonctionnelle, peut-être, mais une famille quand même. Sophie? Non, laisse-moi finir. J'ai pris une décision. Jean-Pierre et moi, nous allons nous marier. Mais nous allons faire un petit mariage. Intime. Juste la famille et les vrais amis. Isabelle a blêmi. Mais, tous les préparatifs, le château, les invitations. Tant pis pour les préparatifs. Je ne veux pas d'un mariage qui divise ma famille. Et l'argent que nous avons déjà investi? Quel argent, maman? Sophie s'est tournée vers elle avec des yeux qui brillaient de colère. L'argent de grand-mère? L'argent que tu as dépensé en prétendant qu'il était à toi? Isabelle n'a pas pu répondre. J'ai une proposition, j'ai dit doucement. Tout le monde s'est tourné vers moi. Sophie, si tu veux vraiment un petit mariage, je le paierai. Avec plaisir. Mais aux conditions suivantes. Lesquelles?
Première condition, pas de mensonge. Plus jamais. Si j'aide financièrement, c'est ouvert et honnête. D'accord. Deuxième condition, Isabelle, tu vas arrêter de prendre des décisions à ma place. Je ne suis ni sénile ni incapable. Isabelle a hoché la tête à contre-cœur. Troisième condition, nous allons tous apprendre à nous respecter mutuellement. Ce qui signifie que mes opinions comptent autant que les vôtres. Et si nous ne pouvons pas, demanda Isabelle. Alors vous vous débrouillerez sans moi. Financièrement et émotionnellement. Le silence était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Finalement, Sophie a parlé. J'accepte toutes tes conditions, grand-mère. Moi aussi, a dit Jean-Pierre. Tous les yeux se sont tournés vers Isabelle. Elle a hésité. Je vais essayer. Essayer n'est pas suffisant, Isabelle. Soit tu acceptes de me traiter avec respect, soit tu ne le fais pas. Il n'y a pas de zone grise. D'accord. J'accepte. Très bien. Alors nous allons planifier un nouveau mariage. Un mariage qui célèbre l'amour, pas l'ego. Sophie s'est jetée dans mes bras, pleurant de soulagement. Merci, grand-mère. Merci de nous donner une seconde chance. Merci de m'avoir prouvé que vous la méritez. Mais même en tenant ma petite fille dans mes bras, je savais que la vraie épreuve était encore à venir. Les changements étaient faciles à promettre, mais difficiles à maintenir. Et j'étais déterminée à m'assurer que cette fois, les choses seraient différentes. Pour de bon. 3 mois plus tard, j'étais assise au premier rang d'une petite église de Lyon, regardant Sophie marcher vers l'autel. Elle était magnifique dans la robe simple que nous avions choisie ensemble, un modèle élégant qui avait coûté 300 € au lieu des 5 000 qu'Isabelle voulait dépenser. L'église Saint-Nizier, dans le Vieux-Lyon, n'était pas le château grandiose qu'Isabelle avait réservé, mais elle avait une âme que l'autre lieu n'aurait jamais eue. Les pierres anciennes semblaient bénir cette union avec des siècles de sagesse. La lumière dorée filtrait à travers les vitraux médiévaux, créant une atmosphère magique et intime. Le mariage était parfait. Seulement 40 invités, des personnes qui aimaient vraiment le couple. Pas d'ostentation, pas de compétition sociale. Juste de l'amour authentique. Parmi les invités, il y avait Monsieur Lemoine, le pâtissier, qui avait insisté pour offrir le gâteau de mariage. Pour la dame qui achète mes éclairs depuis 20 ans, avait-il dit avec son sourire chaleureux. Il y avait aussi mes nouvelles amies du cours de peinture, Françoise, Marguerite et Colette, des femmes de mon âge qui m'avaient accueilli à bras ouverts quand j'avais commencé à sortir de ma coquille. Marie, m'avait dit Françoise la semaine précédente, tu rayonnes depuis quelques mois. Qu'est-ce qui a changé? J'ai arrêté de demander la permission d'exister, avais-je répondu. Jean-Pierre, le marié, avait prouvé être un homme de caractère. Quand il avait découvert la crise financière, au lieu d'annuler le mariage, il avait proposé qu'ils commencent une vie simple ensemble. Je suis tombé amoureux de Sophie, pas de l'argent de la famille, avait-il dit avec une sincérité qui m'avait touché au cœur. Sa famille était présente aussi, des gens modestes et authentiques. Son père, électricien à la retraite, et sa mère, ancienne institutrice, m'avaient immédiatement adopté. Madame Lacroix, m'avait dit sa mère, merci d'avoir élevé une si belle jeune femme. Pendant ces 3 mois, beaucoup de choses avaient changé. Isabelle s'était installée dans un appartement plus petit, mais douillet, dans le 3e arrondissement. 2 chambres, une cuisine ensoleillée, et surtout, un loyer qu'elle pouvait payer avec son nouveau salaire. Car oui, Isabelle avait trouvé un travail. Dans une boutique de vêtements haut de gamme sur la rue de la République. Au début, elle se plaignait beaucoup, elle qui n'avait jamais travaillé de sa vie, soudain confrontée aux horaires, aux clients difficiles, aux objectifs de vente. Tu sais, Marie, m'avait-elle dit un dimanche après-midi, quand elle était venue prendre le thé chez moi, dans ma nouvelle maison en Provence, j'avais oublié ce que c'était que de gagner son propre argent. Nous étions assises sur la terrasse qui donnait sur les vignobles, buvant du thé à la bergamote dans les tasses que Henri et moi avions achetées lors de notre voyage de noces en Angleterre.
Et comment ça se passe? C'est surprenant. Au début, j'étais terrifiée. Mais maintenant, j'aime bien conseiller les clientes. Hier, j'ai aidé une femme de notre âge à choisir une robe pour les noces d'or de ses parents. Elle était si heureuse qu'elle m'a laissé un pourboire. Tu découvres le plaisir de l'indépendance. Exactement. Et tu sais quoi? Mes collègues m'apprécient. Elles ne me connaissent pas comme la belle-fille qui vivait au crochet de sa belle-mère. Elles me connaissent comme Isabelle, la vendeuse qui donne de bons conseils. Sophie aussi avait changé. Elle avait commencé à me rendre visite chaque semaine, non par obligation, mais parce qu'elle le voulait vraiment. Nous parlions de tout, ses rêves, ses peurs, ses projets d'avenir. Grand-mère, je dois te demander pardon, m'avait-elle dit un jour où nous promenions dans mon nouveau jardin. J'ai laissé maman m'influencer. J'aurais dû te défendre. Tu étais jeune, chérie. Les jeunes font des erreurs. Mais ça n'excuse rien. Tu as toujours été bonne avec nous, et nous t'avons maltraité. Nous nous étions arrêtés près du rosier que Henri avait planté il y a 30 ans. Il était maintenant énorme, couvert de roses rouges sang qui embaumaient tout le jardin. Tu sais ce qui me rend le plus fière, Sophie? Quoi? C'est que tu as eu le courage de tout recommencer. Le mariage, ta relation avec ta mère, ta relation avec moi. Peu de personnes ont cette force. Mais le plus grand changement était en moi-même. J'avais arrêté de me cacher. J'avais sorti les bijoux magnifiques que Henri m'avait offerts, le collier de perles de Tahiti, les boucles d'oreilles en diamant, la broche en saphir qui avait appartenu à sa grand-mère. J'avais rénové ma maison en Provence, celle que j'avais laissée fermée pendant des années par peur d'être jugée trop riche. Maintenant, elle était redevenue le havre de paix qu'Henri et moi avions rêvé. Des murs couleur lavande, des meubles provençaux restaurés, une cuisine moderne mais chaleureuse. J'avais commencé des cours de peinture à l'aquarelle au centre culturel de Aix-en-Provence. Mon professeur, un ancien artiste parisien qui s'était retiré dans le Midi, me disait toujours « Madame Lacroix, vous avez un œil exceptionnel pour les couleurs. Avez-vous déjà peint auparavant ?»« Pas depuis que j'étais jeune fille, » répondais-je. J'avais perdu confiance en moi. Eh bien, vous l'avez retrouvé, et comment? J'avais même fait des amis. Françoise, une ancienne bibliothécaire qui peignait des paysages méditerranéens. Marguerite, veuve comme moi, qui avait voyagé dans le monde entier. Colette, ancienne chef dans un restaurant étoilé, qui m'apprenait de nouvelles recettes. Marie, m'avait dit Colette un jour, tu as quelque chose de spécial. Une force tranquille. Ça se voit dans ta façon de peindre, dans ta façon de parler. Tu n'as pas toujours été comme ça, n'est-ce pas? Non, avais-je répondu. Il m'a fallu 70 ans pour apprendre à ne plus demander la permission d'être moi-même. Au mariage de Sophie, quand elle coupait le gâteau, un magnifique croque-en-bouche que Monsieur le Moine avait créé spécialement pour l'occasion, elle a demandé à porter un toast. Je veux porter un toast à la femme la plus importante de ma vie, dit-elle, me regardant avec des yeux brillants de larmes heureuses. Ma grand-mère Marie. Elle nous a appris que la dignité n'a pas de prix, et que l'amour véritable n'accepte pas l'humiliation. Tous ont applaudi, mais ce qui m'a le plus ému, c'était de voir Isabelle pleurer, pas de tristesse, mais de reconnaissance. Elle s'était levée et avait ajouté. Et elle nous a appris qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour s'excuser, et pour devenir une meilleure personne. Après la cérémonie, alors que les invités dansaient dans le petit jardin derrière l'église, Isabelle s'est approchée de moi. Marie, je dois te dire quelque chose d'important. Je t'écoute. Nous nous sommes éloignés du bruit de la fête, nous installant sur un banc sous un platane centenaire. Ces 3 mois ont été les plus difficiles de ma vie. Mais aussi les plus importants. J'ai découvert qui je suis vraiment quand je n'ai pas d'argent facile. J'ai découvert que je suis plus forte que je ne le pensais. Et qu'est-ce que tu as découvert d'autre? Que tu as toujours été la vraie matriarche de cette famille. Moi, je ne faisais que jouer un rôle. Isabelle, il ne s'agit pas de savoir qui commande.
Il s'agit de respect mutuel. Je sais. Et je veux que tu saches que j'ai appris la leçon. Plus jamais je ne te manquerai de respect. Et moi, plus jamais je ne cacherai qui je suis pour faire plaisir aux autres. Cette nuit-là, quand je suis rentré chez moi, pas le petit appartement modeste où je me cachais, mais ma vraie maison en Provence que Henri m'avait laissée, j'ai regardé dans le miroir ancien de notre chambre et j'ai vu une femme complètement différente. Ce n'était plus la belle-mère soumise qui acceptait n'importe quel traitement. C'était Marie Lacroix, veuve de Henri, propriétaire d'un empire commercial, et matriarche d'une famille qui avait finalement appris à valoriser ce qui compte vraiment. Le lendemain matin, en buvant mon café sur la terrasse face aux Alpilles, j'ai reçu un appel de Monsieur Dubois, mon avocat. Madame Marie, j'ai une proposition intéressante. La famille Rousseau veut acheter 3 de vos bijouteries. Ils offrent 1,5 million. J'accepte, ai-je répondu sans hésiter. Puis-je demander pourquoi? Vous n'avez même pas écouté tous les détails. Parce que je n'ai plus besoin de cacher ma richesse. Il est temps d'agrandir les affaires. Agrandir? Oui. Je veux que Sophie et Jean-Pierre administrent une des boutiques. Je veux qu'Isabelle travaille dans le domaine des ventes. Et moi, je veux redevenir la femme d'affaires que j'ai toujours été. 3 semaines plus tard, j'étais à l'inauguration de la nouvelle filiale de la bijouterie Lacroix au centre de Lyon, dans une belle boutique de la Presqu'île. Sophie était radieuse, portant un des colliers que son grand-père avait créé 30 ans auparavant. Isabelle, élégante dans son nouvel uniforme, aidait les clients avec une sympathie authentique que je n'avais pas vue depuis des années. La boutique était magnifique. J'avais travaillé avec un décorateur d'intérieur pour créer un espace à la fois moderne et chaleureux. Des vitrines en verre sécurisé, un éclairage qui faisait scintiller les bijoux, des fauteuils confortables pour les clients qui prenaient leur temps pour choisir. C'est incroyable, grand-mère, m'avait dit Sophie en admirant les nouvelles créations que nous avions commandées à des artisans locaux. Papa aurait été si fier. Il l'est, avais-je répondu. J'en suis sûre. Le maire de Lyon était venu pour l'inauguration, ainsi que plusieurs journalistes du Progrès. Madame Lacroix, m'avait demandé une journaliste, comment expliquez-vous ce retour sur la scène commerciale lyonnaise après tant d'années? Je n'étais jamais partie, avais-je répondu avec un sourire. J'attendais juste le bon moment pour sortir de l'ombre. Ce soir-là, nous avons organisé un dîner de famille dans ma maison de Provence. Sophie et Jean-Pierre, Isabelle, et même les parents de Jean-Pierre que j'avais invités. La longue table en bois d'olivier sous la tonnelle était dressée avec ma plus belle vaisselle, celle que j'avais gardée dans des armoires pendant des années. Grand-mère, m'a dit Sophie en levant son verre de Châteauneuf-du-Pape, merci de nous avoir donné une seconde chance. Merci de m'avoir prouvé que vous la méritiez. À la famille Lacroix, a dit Jean-Pierre. À la famille, ont répété tous les autres. Mais pour moi, intérieurement, je levais mon verre à autre chose. À la dignité retrouvée. Au courage de dire non. À la force de se défendre. À la beauté de ne plus avoir peur d'être soi-même. Aujourd'hui, 6 mois après ce jour terrible où j'ai entendu « Elle fait peur aux invités », je peux dire que c'était la meilleure chose qui me soit arrivée. Parce que cela m'a forcé à arrêter d'être invisible. Cela m'a forcé à lutter pour ma place dans la famille. Et vous savez quoi? Maintenant, quand des invités arrivent chez moi, ils ne prennent pas peur. Ils sont impressionnés. Parce que j'ai enfin redevenu qui j'ai toujours été, Marie Lacroix, une femme forte, indépendante, et qui n'accepte le manque de respect de personne. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre de la Chambre de commerce de Lyon. Ils voulaient me décerner un prix pour ma contribution au commerce local et pour l'inspiration que représente mon retour aux affaires à un âge où la plupart des gens prennent leur retraite. J'ai ri en lisant cette lettre. Si seulement ils savaient que je n'avais jamais vraiment quitté les affaires. J'avais juste fait semblant d'être une petite grand-mère inoffensive. La cérémonie de remise du prix a eu lieu la semaine dernière à l'hôtel de ville. Sophie, Isabelle et Jean-Pierre étaient tous présents, rayonnant de fierté. Quand j'ai pris la parole devant l'assemblée de commerçants et d'officiels, j'ai dit: Mesdames et messieurs,
on me demande souvent quel est le secret de ma réussite tardive. La réponse est simple, j'ai arrêté de me cacher. J'ai arrêté de minimiser mes capacités pour rassurer les autres. J'ai arrêté de demander la permission d'être excellente. Les applaudissements ont duré plusieurs minutes. Après la cérémonie, un jeune journaliste m'a abordé. Madame Lacroix, avez-vous des conseils pour les femmes de votre génération qui se sentent mises de côté? J'ai réfléchi un moment, puis j'ai répondu. Parfois, il faut perdre tout pour découvrir combien on vaut. Parfois, il faut annuler un mariage de 50 000 € pour sauver une famille entière. Et parfois, le meilleur sourire est celui qu'on fait au moment où on décide qu'on ne va plus accepter d'être traité comme moins que ce qu'on mérite. Et votre famille? Comment ont-ils réagi à votre renaissance? J'ai regardé Sophie, Isabelle et Jean-Pierre qui m'attendaient près de la sortie, et j'ai souri. Ils ont appris quelque chose d'important, que l'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est de la possession. Et que je ne suis la possession de personne. Ce soir, en écrivant dans mon journal, une nouvelle habitude que j'ai prise pour documenter cette nouvelle phase de ma vie, j'ai réalisé quelque chose d'important. J'ai 70 ans, et je viens juste de commencer à vivre vraiment. J'ai souri, et j'ai annulé le buffet du mariage. Et c'était la meilleure décision que j'ai prise en 70 ans de vie. Parfois, la plus belle revanche est simplement de devenir la personne qu'on a toujours été destiné à être. Aujourd'hui, vous avez connu mon histoire. Vous avez connu le moment où j'ai choisi d'arrêter d'être invisible, d'arrêter d'accepter des miettes de respect en échange de générosité. Vous avez connu le jour où une femme de 70 ans a décidé qu'elle valait plus que le rôle de figurante dans sa propre vie. Je sais que beaucoup d'entre vous regardent ceci en reconnaissant des morceaux de leur propre histoire. Peut-être êtes-vous aussi traité comme un fardeau, comme quelqu'un qui ne comprend pas le monde moderne. Peut-être financez-vous aussi des vies d'autrui tout en étant traité comme invisible. Peut-être avez-vous aussi déjà entendu des chuchotements sur la façon dont vous êtes un problème pour la famille. J'ai une question pour vous, jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous accepter d'être cachés des invités importants? Jusqu'à quand allons-nous faire semblant que tout va bien quand on nous traite comme des enfants qui ont besoin de supervision? Jusqu'à quand allons-nous sourire quand nous devrions crier? Ma vengeance n'a pas été d'annuler un mariage. C'était de décider que je méritais le respect. C'était de choisir la dignité au lieu de la fausse paix. C'était de découvrir qu'à 70 ans, je peux encore être la protagoniste de ma propre vie. Feriez-vous la même chose? Auriez-vous le courage de dire « ça suffit » quand le moment serait venu? Ou continueriez-vous à accepter, en espérant qu'un jour, magiquement, les gens apprendraient à vous valoriser? Écrivez dans les commentaires. Racontez vos histoires. Parce que je sais que vous avez des histoires à raconter. Des histoires de résilience, de moments où vous avez failli abandonner, de fois où vous avez trouvé la force là où vous ne saviez pas qu'elle existait. Cette chaîne existe pour prouver que notre vie ne finit pas à 60 ans. Qu'à 70, 80, 90 ans, nous pouvons encore surprendre, encore grandir, encore être respectés. S'abonner à cette chaîne, c'est plus qu'un clic. C'est dire que vous croyez encore en vous-même. C'est choisir des histoires qui nous rappellent qui nous sommes vraiment sous toutes les attentes des autres. Parce que quand nous arrêtons de demander la permission d'exister, nous découvrons que la vraie vie nous attendait depuis toujours.